Au tribunal, mes parents exigeaient que je cède mon héritage à l'enfant de ma sœur et de mon mari. Elle est seule, a-t-elle ricané. J'ai souri, pas besoin de lutter, il me suffisait de lancer cet enregistrement pour les détruire. Je m'appelle Amélie, et d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours aimé l'odeur du vieux bois et de la lavande. C'était le parfum de ma mère, Evelyne, et c'était le parfum de la maison qu'elle m'a laissée. Le domaine, comme l'appelaient mes voisins, n'était pas seulement un bâtiment de briques et de mortier. C'était une vaste demeure victorienne de 3 étages dans un quartier tranquille de Normandie, rempli de planchers grinçants qui chantaient quand on marchait dessus, et de fenêtres qui encadraient le coucher de soleil comme des tableaux vivants. Quand ma mère est décédée d'un cancer à mes 22 ans, elle n'a pas laissé la maison à mon père, Roger. Elle me l'a laissée à moi. C'était son dernier acte de protection. Elle savait que Roger était un homme avec un bon cœur, mais une faible volonté. Et elle savait exactement le genre de femme qui l'attirerait une fois qu'elle ne serait plus là. Elle avait raison. 6 mois après les funérailles, Roger a épousé Lorraine. Lorraine était le genre de femme qui souriait avec sa bouche, mais jamais avec ses yeux. Elle a amené avec elle une fille d'un précédent mariage, Blanche, qui avait 8 ans de moins que moi. En grandissant, j'étais celle qui étudiait dur, créait ma propre entreprise et essayait de maintenir la paix. Blanche était celle qui cassait des choses et accusait le chat. Maintenant, à 32 ans, je pensais avoir enfin trouvé une vie paisible. J'étais la PDG d'Eticia, une marque de mode durable que j'avais créée de toutes pièces dans l'ancien atelier de couture de ma mère. J'avais de l'argent en banque, une belle maison, et je gardais mes distances avec le trio toxique formé par Roger, Lorraine et Blanche. Du moins, j'essayais. J'étais assise dans mon bureau à la maison, examinant des échantillons de tissus pour la collection de printemps, quand mon téléphone a vibré. C'était mon père. Je l'ai laissé sonner 2 fois avant de décrocher, un nœud se formant déjà dans mon estomac. Amélie, ma chérie, la voix de Roger crépitait dans le haut-parleur. Il semblait fatigué. On a un problème. Quel genre de problème, papa, ai-je demandé en me frottant les tempes. C'est l'appartement, a-t-il dit. On l'a perdu. L'investissement que le frère de Lorraine nous avait convaincus de faire. Ça a capoté. La banque va saisir la semaine prochaine. J'ai fermé les yeux. Ce n'était pas la première fois. Lorraine avait le goût du jeu et mon père une incapacité à dire non. Je peux vous envoyer 5 000 € pour aider avec la caution d'un appartement, ai-je dit, la voix ferme. Mais c'est tout. 5 000 € ne couvriront pas le premier et le dernier mois de loyer sur ce marché, Amélie. A crié la voix perçante de Lorraine en arrière-plan. Elle écoutait de toute évidence. C'est elle que nous allons être à la rue? Est-ce qu'elle s'en soucie seulement? Je m'en soucie, papa, ai-je dit, ignorant Lorraine. Mais je ne suis pas un distributeur de billets. Nous n'avons pas besoin d'argent, dit rapidement Roger, essayant de désamorcer la situation. Nous avons juste besoin d'un endroit où rester, juste pour un petit moment, le temps de nous remettre sur pied. Peut-être 3 mois. Le silence s'est étiré entre nous. La maison de ma mère était mon sanctuaire. C'était le seul endroit où je me sentais en sécurité, où le fantôme d'Evelyne semblait encore chaleureux et accueillant. Laisser entrer Lorraine et Blanche, c'était comme inviter des termites dans un navire en bois. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, ai-je dit. S'il te plaît, Amélie, a-t-il supplié, sa voix tombant à un murmure. Je suis un vieil homme. Je n'ai nulle part où aller. J'ai regardé le portrait de ma mère accroché au-dessus de mon bureau. Ses yeux semblaient me mettre en garde. Mais avant que je puisse répondre, la porte d'entrée s'est ouverte en bas. Chérie, je suis rentré. C'était Gauthier, mon mari, mon pilier. Du moins, c'est ce que je pensais. Il est entré dans le bureau, élégant dans son costume, sa cravate desserrée juste comme j'aimais. Il a vu la détresse sur mon visage et s'est immédiatement approché, m'enlaçant de ses bras. « Attends, Roger, ai-je dit à mon père, coupant le son du téléphone. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» a demandé Gauthier en m'embrassant sur le front. « Mon père et Lorraine ont perdu leur maison, ai-je murmuré. Ils veulent emménager ici. » Gauthier n'a pas eu l'air agacé. Il n'a pas eu l'air inquiet. Il a eu l'air pensif. Et cela aurait dû être mon premier signal d'alarme. J'avais rencontré Gauthier il y a 3 ans lors d'une conférence professionnelle. Il était expert comptable,
vif avec les chiffres mais doux avec les gens. Contrairement aux hommes que je fréquentais habituellement, qui étaient intimidés par mon succès ou mon héritage, Gauthier semblait le célébrer. Il m'a aidé à restructurer les finances d'Eticia, transformant un modeste profit en une entreprise florissante. Quand il m'a demandé en mariage sous le vieux chêne de mon jardin, j'ai eu l'impression d'avoir enfin trouvé le partenaire que ma mère aurait voulu pour moi. Debout dans mon bureau, Gauthier a pris le téléphone de ma main. Il m'a regardé dans les yeux, son expression pleine de ce calme et de ce raisonnable que j'aimais tant. « Amélie, dit-il doucement. Je sais qu'ils sont difficiles. Je sais que Lorraine te rend folle et que Blanche est un cas. Mais c'est ta famille. Si nous leur tournons le dos maintenant, comment te sentiras-tu s'il arrive quelque chose à ton père ? Je me sentirai en paix, ai-je voulu dire. Mais je ne l'ai pas fait, car Gauthier savait exactement sur quel bouton appuyer. Il a pointé la photo de ma mère. Qu'est-ce qu'Evelyne ferait ? A-t-il demandé. C'était la femme la plus généreuse que je n'ai jamais rencontrée. Laisserait-elle ton père vivre dans un motel ? C'était un coup bas, mais ça a fonctionné. Une culpabilité lourde et suffocante s'est installée dans ma poitrine. J'ai réactivé le son du téléphone. D'accord, ai-je dit dans le combiné. 3 mois, pas un jour de plus. Et il y a des règles. Oh, Dieu merci, a expiré Roger. J'ai pu entendre Lorraine marmonner quelque chose qui ressemblait à enfin en arrière-plan. Nous serons là samedi, a dit Roger. Quand j'ai raccroché, Gauthier m'a serré fort dans ses bras. Tu as fait ce qu'il fallait, chérie. Je suis fier de toi. En plus, ce sera sympa d'avoir une maison pleine. C'est un peu trop calme ici ces derniers temps. Il a souri, un sourire parfait et rassurant. Je n'ai pas vu le calcul derrière. Je n'ai pas vu qu'il n'ouvrait pas seulement la porte à ma famille. Il déverrouillait les portes d'une invasion. Gauthier était récemment devenu le DAF d'Eticia. Je lui avais fait entièrement confiance pour l'entreprise. Garde la famille et l'argent séparés, m'avait prévenu ma mentor, Margot, mais je l'avais ignoré. Gauthier était mon mari. Nous étions une équipe. Ce samedi-là, l'invasion a commencé. Je m'attendais à quelques valises, peut-être une boîte ou deux. Ce qui est arrivé, c'est un camion de déménagement. Je me tenais sur le porche, enveloppé dans un cardigan contre le froid, regardant les déménageurs transporter des boîtes étiquetées et fragiles, garde-robe de Lorraine et chaussures de Blanche. Et, attendez une minute, ai-je dit en m'avançant alors qu'un déménageur essayait de faire entrer un énorme fauteuil tape à accent grave-l'œil à imprimer léopard. Où est-ce que ça va ? Dans le salon, madame, a grogné le déménageur. Non, ça n'ira pas, ai-je dit fermement. C'est un séjour temporaire. Nous ne refaisons pas la décoration. Amélie, détends-toi, a dit la voix de Gauthier derrière moi. Il a descendu les marches, tapant sur l'épaule du déménageur. Mettez-le dans le garage pour l'instant. On s'en occupera plus tard. Il s'est tourné vers moi, baissant la voix. Ne commençons pas une guerre dès le premier jour, d'accord ? Ils sont stressés. Perdre sa maison, c'est traumatisant. Puis une voiture s'est garée. Blanche en est sortie. À 24 ans, ma demi-sœur avait l'air de passer une audition pour une émission de télé-réalité. Elle portait des lunettes de soleil surdimensionnées et tapait furieusement sur son téléphone. Elle ne m'a même pas regardé. Elle a juste pointé le coffre du doigt. Et, quelqu'un peut prendre ma mallette de maquillage ? Elle est lourde, a-t-elle crié à personne en particulier. Roger est sorti du siège conducteur, l'air d'avoir pris 10 ans depuis la dernière fois que je l'avais vu. Il m'a fait une faible étreinte. Merci, Amélie. Tu nous sauves la vie. Lorraine a suivi, scrutant l'extérieur de la maison d'un œil critique. La peinture s'écaille sur les volets, fut son bonjour. Et le jardin est en friche. Evelyne n'a jamais eu la main verte, n'est-ce pas ? J'ai serré les poings dans mes poches. Bonjour à toi aussi, Lorraine. Eh bien, tu ne vas pas nous inviter à entrer ? A-t-elle demandé, agrippant son sac à main comme si elle était la reine d'Angleterre en visite chez un paysan. Je me suis écarté. Alors qu'il passait devant moi pour entrer dans le hall, l'air de la maison a semblé changer. L'odeur de lavande a été instantanément submergée par le parfum lourd et entêtant de Lorraine. J'ai cherché du soutien auprès de Gauthier, mais il était déjà occupé à aider Blanche avec ses sacs,
riant de quelque chose qu'elle lui montrait sur son téléphone. Un frisson glacial m'a parcouru l'échine. Ce n'était pas le vent. C'était le sentiment que je venais de commettre la plus grosse erreur de ma vie. À la fin de la première semaine, la notion d'intimité avait été complètement effacée. La maison, habituellement un temple de productivité tranquille, s'était transformée en un dortoir chaotique. Blanche traitait l'endroit comme un hôtel. Elle prenait des douches de 40 minutes, vidant le chauffe-eau chaque matin juste avant que j'aie besoin de me préparer pour le travail. Elle laissait des pots de yaourt à moitié mangés sur mes tables basses antiques et se plaignait bruyamment de la vitesse du Wi-Fi dans l'aile des invités. Saram, s'est-elle plainte à table le mardi. Je ne peux même pas streamer en 4K. Amélie, tu dois sérieusement améliorer ça. Tu as l'argent pour. L'internet est suffisant pour travailler, Blanche, ai-je dit en coupant mon steak un peu trop agressivement. Peut-être que si tu ne téléchargeais pas des saisons entières de séries, ce serait plus rapide. Je m'ennuie, a-t-elle ricané. Ce n'est pas comme s'il y avait autre chose à faire dans ce vieux musée poussiéreux. Blanche, sois gentille, a marmonné Roger dans ses pommes de terre, mais il n'a pas levé les yeux. Gauthier est intervenu, servant du vin à tout le monde. Je peux regarder pour un répéteur Wi-Fi demain, B. C'est une solution facile. Merci, Gauthier, a rayonné Blanche, enroulant une mèche de cheveux autour de son doigt. Au moins, quelqu'un ici se soucie de mes droits humains fondamentaux. J'ai regardé Gauthier, attendant qu'il la corrige, qu'il lui rappelle qu'elle était une invitée. Au lieu de ça, il lui a juste fait un clin d'œil, heureux de l'aider. Mais le vrai point de rupture est arrivé le dimanche. J'avais passé la matinée à l'entrepôt Laetitia et suis rentré plus tôt pour prendre des dossiers. La maison était étrangement silencieuse. Je suis entré dans la salle à manger et me suis figé. Lorraine se tenait près du grand vaisselier en chêne, la fierté de ma mère. Le vaisselier était ouvert. Des boîtes étaient éparpillées sur le sol. Lorraine emballait le délicat service à thé floral peint à la main de ma mère dans du papier journal. « Qu'est-ce que tu fais ?» Ma voix est sortie comme un grognement sourd. Lorraine a sursauté, manquant de faire tomber une soucoupe. « Oh, Amélie, tu m'as fait peur. Je t'ai demandé ce que tu faisais avec la porcelaine de ma mère, ai-je répété en m'approchant. Eh bien, a-t-elle reniflé en reprenant son emballage. J'ai besoin de place pour ma collection. J'ai ces adorables bibelots de collection, et il n'y a tout simplement nulle part où les exposer. J'ai pensé qu'on pourrait emballer ces vieilleries et les mettre au grenier. C'est démodé de toute façon. Le sang m'est monté à la tête. Démodé ? Ce service vient d'Angleterre. C'était celui de sa grand-mère. Ce ne sont que des objets, Amélie, a dit Lorraine d'un air dédaigneux. Tu ne devrais pas être si attachée aux choses matérielles. C'est malsain. De plus, nous vivons ici maintenant, nous aussi. Nous devrions nous sentir chez nous. Vous êtes des invités. Ai-je crié. Remets ça en place, maintenant. Amélie, baisse la voix, a dit Gauthier en entrant de la cuisine avec un sandwich. Tu fais peur à ton père. Elle emballe la porcelaine de maman, Gauthier, ai-je dit en pointant un doigt tremblant vers les boîtes. Gauthier a soupiré, me regardant comme si j'étais une enfant en pleine crise de colère. Chérie, Lorraine essaie juste de faire son nid. Elle essaie de contribuer. Pourquoi dois-tu être si territorial ? Ce ne sont que des assiettes. Ce ne sont pas que des assiettes, ai-je murmuré, les larmes me piquant les yeux. C'est elle. Tu réagis de manière excessive, a dit Gauthier, posant une main sur l'épaule de Lorraine. Lorraine, peut-être laisse les assiettes pour l'instant. Amélie a une journée sensible. Très bien, a soufflé Lorraine, jetant le papier journal par terre. J'essayais juste d'aider à organiser ce désordre. De rien. Ils sont sortis de la pièce ensemble, me laissant là, debout avec le fantôme du service à thé de ma mère. Je me sentais petite. Je me sentais stupide. Et pour la première fois, je me sentais comme une étrangère dans ma propre maison. Plus tard dans la nuit, j'étais allongé dans mon lit, fixant le plafond. Gauthier dormait à côté de moi, sa respiration profonde et régulière. J'ai tendu la main pour toucher son bras, ayant besoin d'être rassuré, mais il s'est retourné, me tournant le dos. Gauthier, ai-je murmuré. Je suis fatigué, Amélie, a-t-il marmonné dans son oreiller.
Ne commence pas à faire des histoires ce soir. J'ai retiré ma main. Le vide entre nous dans le lit ressemblait à un canyon. Au bout du couloir, je pouvais entendre Blanche rire au téléphone et la télévision hurler depuis la chambre de mon père. Mon sanctuaire avait disparu, et j'avais le pressentiment que les faire partir dans 3 mois allait être une guerre pour laquelle je n'étais pas préparé. 3 semaines après leur arrivée, la tension dans la maison était devenue un poids physique, m'oppressant la poitrine chaque fois que je franchissais la porte d'entrée. Mais je pensais que j'avais encore mon sanctuaire, mon bureau. Laetitia était mon bébé, mon espace de sécurité où la logique et le travail acharné régnaient, pas les commentaires passifs-agressifs sur ma cuisine ou les plaintes sur la facture de chauffage. Cela a changé un mardi matin. Je suis entré au siège d'Laetitia, un entrepôt reconverti avec de hauts plafonds et une lumière naturelle, prête à examiner la stratégie marketing du 3e trimestre. Mais quand je suis arrivé à mon bureau, j'ai trouvé Gauthier assis à ma table de conférence. À côté de lui, tournant nonchalamment dans l'un des fauteuils ergonomiques, se trouvait Blanche. « Bonjour », a dit Gauthier, la voix enjouée. « On t'attendait. »« Vous m'attendiez ?» J'ai posé mon sac, regardant de l'un à l'autre. Blanche mâchait du chewing-gum en faisant défiler son téléphone. Elle n'a pas levé les yeux. « J'ai eu une idée », a dit Gauthier en se levant et en comblant la distance entre nous. Il a posé ses mains sur mes épaules, les massant doucement. « Tu sais qu'on cherche un regard neuf sur nos réseaux sociaux. Quelqu'un de plus jeune, quelqu'un qui comprend l'ambiance de la Gen Z. » Mon estomac s'est noué. « Gauthier, non. »« Écoute-moi », a-t-il insisté. Blanche a un diplôme en communication. Elle cherche du travail. Si nous l'engageons comme consultante, ça lui donne un revenu. Si elle a un revenu, elle peut économiser pour un appartement. Et si elle travaille, elle est hors de la maison et ne rend pas Lorraine folle. La logique était solide en surface, mais tout en moi hurlait contre. Elle a à peine eu son diplôme, Gauthier. Et nous avons une équipe de professionnels. Juste un essai, a-t-il plaidé. 3 mois. Le même délai que leur séjour à la maison. Si elle est nulle, on la licencie. S'il te plaît, Amélie. Fais-le pour la paix du foyer. J'ai regardé Blanche. Elle a enfin levé les yeux en souriant d'un air suffisant. J'ai plus de 5000 abonnés sur Instagram, Amélie. Je sais ce que je fais. Contre mon gré, contre tous mes instincts professionnels, j'ai accepté. D'accord. Un poste de consultante marketing junior. Période d'essai. Et tu rends des comptes à Sarah, la directrice marketing, pas à moi. En fait, a interjeté Gauthier en douceur. Je pensais qu'elle pourrait me rendre des comptes à moi. Sarah est débordée. Et comme je gère le budget des freelances, c'est logique administrativement. J'étais trop fatigué pour me battre avec lui. D'accord. Ce fut un désastre dès le premier jour. Blanche traitait le bureau comme son club social personnel. Elle arrivait à 10h30 avec un grand café latte et passait la première heure à se maquiller dans les toilettes. Quand elle était à son bureau, elle regardait des TikTok avec le volume à fond. Chaque fois que j'essayais de la corriger, Gauthier apparaissait de nulle part. Elle fait juste des recherches de tendance, Amélie, disait-il en m'éloignant. Laisse les créatifs être créatifs. Mais le pire n'était pas la paresse. C'était l'intimité. J'ai commencé à remarquer des choses, des petites choses. Quand j'entrais dans la salle de pause, ils se tenaient près l'un de l'autre près de la machine à café, parlant à voix basse. Ils s'arrêtaient brusquement dès qu'ils me voyaient. « De quoi parlez-vous » ai-je demandé un après-midi, la suspicion me rongeant. « Juste des allocations budgétaires pour la campagne d'influenceurs » a dit Gauthier rapidement. « Trop rapidement ?»« Ouais » a ajouté Blanche en prenant une gorgée de son café. Ses yeux se sont attardés sur le visage de Gauthier une seconde de trop avant de se tourner vers moi. « Des trucs de finance ennuyeux. Ça ne t'intéresserait pas. » Puis il y a eu les déjeuners. Gauthier mangeait habituellement à son bureau, enfoui sous les feuilles de calcul. Mais soudain, lui et Blanche sortaient pour des déjeuners stratégiques 3 fois par semaine. Ils partaient à midi et revenaient à 14h, rigolant comme des adolescents. « C'est du mentorat », m'a dit Gauthier quand je l'ai confronté dans notre chambre un soir. Il déboutonnait sa chemise, sans me regarder. « C'est ta sœur, Amélie. J'essaie de l'aider à grandir pour qu'elle cesse d'être un fardeau pour nous.
Tu devrais me remercier, pas m'interroger. Ça ne ressemble pas à du mentorat, ai-je dit doucement. Ça ressemble à un rendez-vous. Gauthier s'est figé. Il s'est retourné, le visage tordu d'incrédulité. Waouh, vraiment? Tu es jalouse de ta propre sœur? C'est malsain, Amélie. C'est une gamine et je suis ton mari. Je me tue au travail pour cette entreprise, pour ta famille, et voilà les remerciements que j'obtiens. Il est entré en trombe dans la salle de bain et a claqué la porte. Je me suis assise sur le bord du lit, tremblante. Il avait retourné la situation contre moi si vite que j'en avais le vertige. Étais-je folle? Étais-je simplement stressé et projetais-je mes problèmes avec Lorraine sur eux? Je me suis endormi cette nuit-là en me sentant coupable, m'excusant auprès de son dos. Je ne savais pas alors que je m'excusais auprès d'un homme qui était déjà en train d'aiguiser le couteau. L'univers a une drôle de façon de révéler la vérité. Parfois, c'est une explosion dramatique, mais pour moi, ce fut un vieil iPad poussiéreux et un dimanche après-midi pluvieux. Cela faisait 6 semaines que ma famille avait emménagé. La maison semblait plus petite chaque jour. Lorraine avait pris le contrôle de la cuisine, critiquant mes légumes bio hors de prix et cuisinant des repas lourds et gras qui sentaient l'oignon frit. Roger passait ses journées à regarder les chaînes d'information en continu à plein volume dans le bureau. Et Blanche. Blanche était partout où Gauthier était. Ce dimanche-là, j'ai décidé de me cacher dans le garage. Je leur ai dit que j'organisais de vieux dossiers, mais en réalité, j'avais juste besoin de silence. Le garage était froid, sentant l'essence et le béton humide. Dans un coin, empilé sur une étagère en métal, se trouvaient des boîtes de vieux appareils électroniques que je devais recycler. Je déplaçais une boîte quand je l'ai vue. Le vieil iPad de Gauthier. C'était un modèle d'il y a 3 ans avec un écran fissuré. Il l'avait jeté là en passant à la version Pro, prétendant qu'il était mort et inutile. Sur un coup de tête, surtout par ennui, je l'ai branché sur une prise près de l'établi. Je ne m'attendais pas à ce qu'il s'allume. Mais après quelques minutes, le logo Apple a brillé sur le verre fissuré. J'ai attendu. L'appareil a démarré. Je m'attendais à ce qu'il soit effacé, ou au moins verrouillé par un mot de passe. Mais Gauthier, dans son arrogance, ou peut-être juste par paresse, avait utilisé le même code qu'il utilisait pour tout. 1, -2, -3, -4, -5, -6. Je l'ai tapé. L'écran s'est déverrouillé. Au début, il n'y avait rien d'intéressant. De vieilles applications, des jeux auxquels il jouait. J'allais l'éteindre quand une bannière de notification est apparue en haut de l'écran. Photo, téléchargement de 3 nouveaux éléments. Mon cœur a raté un battement. L'iPad était connecté au Wi-Fi de la maison et, comme Gauthier était toujours connecté avec son identifiant Apple, il se synchronisait avec ses appareils actuels. J'ai appuyé sur l'application photo. La bibliothèque a commencé à se remplir. La plupart des photos étaient banales. Des captures d'écran de feuilles de calcul, une photo d'une bouteille de vin, un mème. Mais ensuite, 3 nouvelles photos se sont chargées en bas. C'étaient des reçus. Gauthier avait l'habitude de prendre des photos des reçus pour ses déductions fiscales. Une habitude que j'admirais autrefois pour sa rigueur. Maintenant, elle me glaçait le sang. Le premier reçu était d'une station-service en ville. Normal. Le deuxième était d'un parking près du bureau. Normal. Le troisième reçu provenait d'un restaurant appelé le Chêne Doré. J'ai zoomé. La date était vendredi dernier. L'heure était 19h30. Je me suis figé. Vendredi dernier, Gauthier m'avait dit qu'il travaillait tard avec les auditeurs. Il m'avait envoyé un SMS à 20h disant « On commande une pizza au bureau. Ne m'attends pas. » J'ai regardé à nouveau le reçu. 2 commandes d'escargots, un filet mignon, un risotto au homard, une bouteille de pinot noir. Total, 340 €. Ce n'était pas un dîner en solo, et ce n'était certainement pas une pizza avec des auditeurs. Mes mains ont commencé à trembler. J'ai fait défiler vers le haut jusqu'à l'onglet des albums. J'ai vu un album intitulé E masqué. J'ai essayé de l'ouvrir, mais il fallait face ID ou un mot de passe différent. J'ai réessayé le générique. Ça n'a pas marché. Je suis retourné au reçu. Le Chêne Doré était un restaurant romantique. Intime. Le genre d'endroit où l'on emmène quelqu'un avec qui on veut coucher.
Je me suis assise sur le sol en béton froid, serrant l'iPad fissuré. Mon esprit s'emballait, essayant de trouver une explication logique. Peut-être qu'il avait emmené un client. Mais pourquoi mentir? Pourquoi dire qu'il mangeait une pizza au bureau? Puis je me suis souvenu de Blanche. Vendredi dernier, Blanche était rentrée tard, vers 23 heures. Elle fredonnait, les joues rouges. Quand je lui ai demandé où elle avait été, elle a dit, juste sortie avec des amis de la fac. J'ai ouvert le calendrier sur l'iPad. J'ai croisé les dates. Il y a 2 semaines, Gauthier en conférence à Lyon. Blanche en week-end en ville. Il y a 3 semaines, Gauthier a un pot de réseautage. Blanche au cinéma tard le soir. Le schéma était là. Ce n'était pas une preuve irréfutable. Je n'avais pas de photos d'eux s'embrassant ou de SMS disant « je t'aime », mais c'était une piste de miettes de pain menant à une falaise. J'ai débranché l'iPad. J'ai soigneusement essuyé mes empreintes de l'écran et les replacées sur l'étagère exactement comme je l'avais trouvé. Je ne pouvais pas encore le confronter. Si je lui montrais le reçu, il mentirait. Il dirait que c'était un dîner de clients qu'il avait oublié de mentionner. Il dirait que j'étais folle, paranoïaque, contrôlante. Il montrait la famille encore plus contre moi. Non, j'avais besoin de plus. J'avais besoin de quelque chose d'indéniable. Je devais cesser d'être l'épouse confiante et commencer à être la PDG qui enquête sur une fraude. Le dîner de ce soir-là fut une séance de torture. Lorraine avait fait du pain de viande. Nous étions assis autour de la table de la salle à manger, le cliquetis des couverts étant le seul son brisant le lourd silence. Gauthier était assis en face de moi, l'air détendu, faisant défiler des emails sur son téléphone tout en mangeant. Blanche était à côté de lui, envoyant des SMS sous la table. J'ai décidé de tâter le terrain. Comment s'est passé l'audit vendredi, Gauthier, ai-je demandé, gardant une voix désinvolte. J'ai coupé un morceau de carotte, sans lever les yeux. Gauthier n'a pas hésité une seconde. Brutal, a-t-il dit en secouant la tête. Ces types du fisc sont minutieux. On est resté bloqué sur les charges sociales de 2023 jusqu'à presque 21 heures. Vous avez fini par prendre cette pizza, ai-je demandé. Ouais, a-t-il rigolé. Le pepperoni m'a donné des brûlures d'estomac toute la nuit. J'ai alors levé les yeux. Je les regardais droit dans les yeux. Ils étaient clairs, bleus et totalement trompeurs. Ils mentaient avec la facilité de la respiration. C'est dommage, ai-je dit. J'avais envie de cuisine française vendredi. J'ai failli passer devant le chêne doré, mais je ne voulais pas y aller seul. Pendant une fraction de seconde, moins d'un battement de cœur, la fourchette de Gauthier s'est arrêtée à mi-chemin de sa bouche. Ses yeux ont vacillé vers Blanche. Blanche a cessé de mâcher. La cuisine française est trop lourde, a dit Gauthier, se reprenant instantanément. Reste sur tes trucs bio, chérie. Il a souri. C'était le même sourire qu'il m'avait fait le jour de notre mariage. Il m'a donné envie de hurler. À partir de ce moment, la maison a changé pour moi. Ce n'était plus un foyer. C'était un champ de bataille. Et j'étais derrière les lignes ennemies. J'ai cessé de parler au dîner. J'ai cessé de répondre aux insultes de Lorraine. Quand j'entrais dans une pièce, la conversation mourait instantanément. Il me regardait avec un mélange de pitié et d'agacement, comme si j'étais une invitée indésirable dans ma propre maison. Pourquoi est-elle toujours aussi maussade, ai-je entendu Lorraine chuchoter à Roger un soir dans le salon. Gauthier est un saint de la supporter. Elle travaille dur, Lorraine, a marmonné mon père. Elle est froide, a rétorqué Lorraine. Tout comme sa mère. Je me suis retiré dans mon bureau. Mais au lieu de créer des vêtements, j'ai commencé à auditer ma propre entreprise. Je me suis connecté à l'interface administrative de notre logiciel de comptabilité. Gauthier avait mis en place le système, mais j'avais toujours un accès administrateur, quelque chose que je ne pense pas qu'il se soit rendu compte que je savais encore utiliser. J'ai commencé à examiner la liste des fournisseurs. La plupart des noms étaient familiers. Des fournisseurs de tissus en Inde, une logistique d'expédition à Marseille, des entreprises d'emballage en Belgique. Mais j'ai alors vu un paiement récurrent qui sortait du lot. G&B Venture. C'était listé sous aux frais de conseil, marketing et stratégie. Les paiements étaient faibles au début, 2000 € par-ci,
1500 € par là, juste assez pour passer sous le radar d'une revue mensuelle, mais assez fréquent pour s'additionner. Au cours des 3 derniers mois, coïncidant exactement avec l'arrivée de ma famille, le total transféré à G&B Venture était de près de 30 000 €. J'ai cherché le nom de l'entreprise dans notre base de données de fournisseurs. Aucune adresse, aucun numéro de siret, juste un numéro de compte bancaire. G&B. Gauthier et Blanche. Cela semblait trop évident, trop stupide. Mais les gens arrogants font souvent des erreurs stupides parce qu'ils pensent que personne ne les regarde. Je fixais l'écran, la lumière bleue se reflétant dans mes yeux. Mon mari ne se contentait pas de me tromper. Il me volait. Il finançait sa liaison avec mon argent. J'ai senti une larme couler sur ma joue, chaude et pleine de colère. Je l'ai essuyée agressivement. Pleurer n'allait pas me rendre mes 30 000 €. Pleurer n'allait pas sauver ma maison. J'avais besoin de savoir exactement ce qu'il prévoyait. Et je savais que je ne pouvais pas le faire seul. J'avais besoin d'yeux et d'oreilles dans les pièces où je n'étais pas la bienvenue. J'ai ouvert un nouvel onglet de navigateur et j'ai cherché les minuscules enregistreurs vocaux activés par la voix. J'ai cliqué sur recommander et d'un doigt tremblant. La guerre avait officiellement commencé. Si vous appréciez l'histoire jusqu'à présent, veuillez prendre un moment pour cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner à la chaîne, et dites-moi dans les commentaires de quelle ville vous nous regardez. Votre soutien aide ces histoires à atteindre plus de gens. Merci beaucoup. Le colis est arrivé un mardi, déguisé dans une boîte Amazon générique. Pour n'importe qui d'autre, cela ressemblait à une livraison de fournitures de bureau ou peut-être à un nouveau livre. Pour moi, c'était comme tenir une grenade. J'ai attendu que la maison soit vide. Gauthier était au bureau, soi-disant en réunion avec des investisseurs. Blanche avait traîné Lorraine au centre commercial pour dépenser de l'argent qu'elle n'avait pas. Roger était au parc en train de nourrir les canards, sa seule échappatoire aux récriminations constantes de Lorraine. J'ai emporté la boîte dans ma chambre et j'ai fermé la porte à clé. Mes mains tremblaient si fort que je pouvais à peine couper le ruban adhésif avec mes ciseaux. À l'intérieur, nichés dans de la mousse, se trouvaient 3 minuscules rectangles noirs. Des enregistreurs numériques à activation vocale. 500 heures de stockage. Haute sensibilité. Une vague de nausées m'a envahi. J'étais la femme qui avait bâti une entreprise basée sur la transparence et l'éthique. J'étais l'épouse qui croyait en la communication ouverte. Et maintenant, je posais des micros dans ma propre maison comme une espionne paranoïaque de la guerre froide. Fais-le, m'a murmuré une voix intérieure. Elle ressemblait à celle de ma mère. Protège ce qui est à toi. J'ai commencé par le bureau de Gauthier à la maison. Il y passait des heures, la porte fermée, prétendant avoir besoin d'une concentration absolue pour les projections trimestrielles. J'ai rampé sous son lourd bureau en acajou, un cadeau que je lui avais acheté pour son 30e anniversaire, et j'ai collé le petit appareil sous le tiroir central. C'était invisible, à moins d'être allongé par terre. Ensuite, la véranda. Depuis son arrivée, Blanche avait revendiqué cette pièce comme son espace créatif. C'est laquelle passait ses appels, filmait ses TikTok, et je soupçonnais que c'était laquelle et Gauthier avaient leur conversation privée, loin du reste de la maison. J'étais en train de glisser le deuxième enregistreur derrière une rangée de livres sur l'étagère quand j'ai entendu la porte d'entrée claquer. Amélie, tu es là. C'était Blanche. Elle était rentrée plus tôt. La panique m'a saisi. J'ai poussé l'enregistreur plus profondément derrière un exemplaire de L'écume des jours et je me suis levé, lissant ma jupe. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes comme un oiseau piégé. Dans la véranda, ai-je crié, essayant de garder ma voix stable. Blanche est entrée nonchalamment, portant un sac de chez Sephora. Elle s'est arrêtée dans l'embrasure de la porte, me regardant d'un air suspicieux. « Qu'est-ce que tu fais ici ? Je croyais que tu étais à l'entrepôt. » Je cherchais ma boucle d'oreille, ai-je menti en désignant le sol. Je crois que je l'ai fait tomber ici hier. Blanche a regardé le sol, puis m'a regardé à nouveau. Son regard était perçant, calculateur. Pendant une seconde, j'ai cru qu'elle savait. J'ai cru qu'elle pouvait sentir l'odeur de la tromperie sur moi. « Tu devrais faire plus attention », a-t-elle dit en faisant claquer son chewing-gum. « Tu perds beaucoup de choses ces derniers temps, n'est-ce pas ?» Le double sens flottait dans l'air. « Tu perds ton mari. Tu perds ta maison.
Tu perds la tête. Je l'ai trouvé, ai-je dit, faisant semblant de ramasser quelque chose sur le tapis et de le mettre dans ma poche. Tu as acheté quelque chose de bien? Juste l'essentiel, a-t-elle dit en laissant tomber le sac sur le canapé. Gauthier m'a donné une prime pour les chiffres d'engagement sur les réseaux sociaux. Il dit que je suis une naturelle. C'est généreux de sa part, ai-je dit, la mâchoire serrée. Considérant que les bénéfices de l'entreprise sont en baisse. Peut-être que si les designs n'étaient pas si beiges, a-t-elle haussé les épaules. Les gens veulent de l'excitation, Amélie. Pas des sacs en lin durable. Elle m'a tourné le dos pour examiner ses ongles. Je suis sorti de la pièce, les jambes en coton. Je l'avais fait. Les pièges étaient posés. Tout ce que je pouvais faire, c'était attendre que les rails entrent. Les 3 jours suivants furent un brouillard d'anxiété. Chaque fois que Gauthier entrait dans son bureau, je retenais mon souffle. Chaque fois que Blanche riait dans la véranda, je me demandais si la petite boîte noire l'enregistrait. Je me sentais sale. J'avais l'impression de trahir le caractère sacré de mon mariage. Mais au fond de moi, je savais que le mariage était déjà un cadavre. Je cherchais juste la cause du décès. Le vendredi matin, j'ai récupéré les appareils. J'ai attendu que tout le monde soit parti, Gauthier au travail, la famille à un brunch auquel je n'étais pas invité, et j'ai ramassé les enregistreurs. Je les ai emmenés dans un café à 3 villes de là. Je ne pouvais pas les écouter dans la maison. Les murs semblaient avoir des oreilles. Je me suis assise dans une banquette d'angle, j'ai mis mes écouteurs à réduction de bruit et j'ai branché le premier appareil sur mon ordinateur portable. La liste des fichiers était longue. La plupart étaient des silences ou des bruits de fond, le bourdonnement du réfrigérateur, le son d'une frappe au clavier. J'ai avancé rapidement à travers des heures de vie banale. Puis j'ai trouvé un fichier du mercredi soir, horodaté 23h42. J'ai appuyé sur lecture. Bruit d'une porte qui se ferme. Le clic d'une serrure. Est-ce qu'elle dort? C'était la voix de Gauthier. Basse. Urgente. Ouais, j'ai vu sa lumière s'éteindre il y a 1 heure. Elle est probablement en train de pleurer sur l'album photo de sa mère encore. La voix de Blanche a suivi, accompagnée d'un ricanement cruel. Mon estomac s'est tordu. Mon Dieu, elle est tellement pathétique, a dit Gauthier. J'ai entendu un bruit de tissu froissé, une fermeture éclair. J'ai hâte que tout ça soit fini. Vivre avec elle est épuisant. Elle est si sérieuse. C'est ennuyeux. Ne t'inquiète pas, bébé, a roucoulé Blanche. Contente-toi de suivre le plan. Combien de temps encore? Je déplace les actifs liquides aussi vite que je peux sans déclencher un audit, a répondu Gauthier. J'ai injecté environ 40 000 € dans le compte GEB ce mois-ci. Au moment où nous demanderons le divorce, Laetitia aura l'air de saigner de l'argent. La valorisation va s'effondrer. Je lui proposerai de la racheter pour une bouchée de pain afin de la sauver de la faillite. Et la maison, a demandé Blanche. La maison, c'est le gros lot, a dit Gauthier. Lorraine travaille Roger au corps. On plaidera que toi et le bébé avez besoin de stabilité. Le tribunal adore une mère en détresse. Je me suis figé. J'ai mis sur pause. Ma main a volé à ma bouche. Le bébé. J'ai rembobiné de 10 secondes. J'avais besoin de l'entendre à nouveau. J'avais besoin d'être sûr. On plaidera que toi et le bébé avez besoin de stabilité. J'ai appuyé à nouveau sur lecture, laissant l'enregistrement continuer. Je commence déjà à avoir un petit ventre, a dit Blanche. Je ne pourrai pas le cacher éternellement. Gauthier, je suis à 14 semaines. Le timing correspond parfaitement à ce voyage d'affaires que tu as fait à Chicago. On l'annoncera bientôt, l'a assuré Gauthier. Mais nous devons bien présenter les choses. On dit à Amélie que c'était un accident. Un ex-petit ami. On joue sur sa sympathie. Elle est tendre. Elle voudra aider. Une fois que le bébé sera né, sa culpabilité la fera payer pour tout. Je déteste qu'elle touche tes affaires, a murmuré Blanche. Je déteste qu'elle dorme dans ton lit. Plus pour longtemps, a dit Gauthier. Bientôt, ce ne sera que nous. Toi, moi, et le gamin, et cette grande et belle maison. L'audio s'est dissous en sons que je ne pouvais supporter d'écouter. Des sons humides, intimes.
J'ai arraché les écouteurs de ma tête et les ai jetés sur la table. J'ai quitté la banquette en courant et me suis précipité aux toilettes du café. J'ai à peine atteint les toilettes avant de vomir. J'ai eu des hauts le cœur jusqu'à ce que mon estomac soit vide, jusqu'à ce que ma gorge brûle et que mes yeux pleurent. Ce n'était pas seulement la trahison. C'était la malveillance calculée. Il n'avait pas seulement une liaison. Il démantelait ma vie, morceau par morceau, et en riait. Il considérait ma gentillesse comme une faiblesse. Il considérait mon amour comme une ressource à exploiter jusqu'à épuisement. Je me suis assise sur le carrelage froid des toilettes, m'essuyant la bouche avec une serviette en papier rugueuse. Je me suis regardé dans le miroir. Mon visage était pâle, mes yeux rouges, mais quelque chose avait changé derrière eux. La tristesse avait disparu. La confusion avait disparu. À leur place se trouvait une détermination froide et dure. Gauthier avait raison sur une chose. J'étais sérieuse. J'étais tendre. Mais il avait oublié qui m'avait élevé. Il avait oublié que j'étais la fille d'Evelyne. Et il avait oublié qu'il ne faut jamais acculer un animal dans un coin, à moins de vouloir voir ses dents. Je suis retourné à la banquette, j'ai rangé mon ordinateur portable et j'ai sauvegardé les fichiers sur 3 serveurs cloud différents. Je n'allais plus pleurer. J'allais faire la guerre. Je ne suis pas rentré chez moi immédiatement. Je ne pouvais pas encore les affronter. Au lieu de cela, j'ai conduit jusqu'à la ville, vers un immeuble aux murs de verre qui sentait le parfum cher et l'intimidation. J'avais rendez-vous avec Fiona, une avocate requin qui avait représenté l'amie de ma mère lors d'un divorce difficile des années auparavant. Margot m'avait donné son numéro avec un avertissement, elle est chère et elle est impitoyable. Ne fais appel à elle que si tu veux pratiquer la politique de la terre brûlée. Je voulais pratiquer la politique de la terre brûlée. Je me suis assise dans le bureau de Fiona, les enregistrements et les captures d'écran de l'iPad étalés sur son bureau. Fiona a écouté l'audio, son visage un masque impénétrable de détachement professionnel. Quand ce fut terminé, elle a enlevé ses lunettes et m'a regardé. C'est brutal, a-t-elle dit calmement. Mais c'est aussi un cadeau. Puis-je le virer? Ai-je demandé. Puis-je les mettre dehors ce soir? Non, a dit Fiona sèchement. Absolument pas. J'ai cligné des yeux. Pourquoi? Il me vole. Il couche avec ma sœur. Si tu le licencies maintenant, il plaidera le licenciement abusif, a expliqué Fiona en tapotant un stylo contre le bureau. Il prétendra que les transferts d'argent étaient des dépenses professionnelles autorisées que tu n'as simplement pas comprises. Il dira que l'enregistrement a été obtenu illégalement, ce qui dans cet état est une zone grise dépendant de l'attente de la vie privée. Il fera traîner ça pendant des années et il videra tes comptes en frais de justice. Alors, que dois-je faire? On le laisse creuser son propre trou, a dit Fiona, un petit sourire dangereux jouant sur ses lèvres. Il pense que tu es stupide, Amélie. Utilise ça. Laisse-le continuer les transferts. Laisse-le continuer sa liaison. Nous devons lier l'argent directement à son bénéfice personnel. Nous avons besoin d'une preuve d'intention de frauder. Elle a sorti un bloc-notes et a commencé à esquisser un diagramme. Nous devons découvrir où G&B Venture est enregistré. Nous devons savoir s'il utilise les fonds de l'entreprise pour payer des biens personnels, des voitures, des appartements, des fournitures pour bébé. Et le plus important, nous avons besoin qu'il mente sous serment. Mentir sous serment? Finalement, ils vont tenter de s'approprier la maison, a prédit Fiona en se basant sur l'enregistrement. Leur plan est de revendiquer une fiducie implicite ou d'exiger une pension alimentaire pour l'enfant en prétendant que tu as accepté un rôle parental. Lorsqu'ils déposeront cette requête, ils devront soumettre des déclarations financières. Gauthier cachera l'argent volé. Et quand il signera cette déclaration en mentant sur ses actifs, c'est là que nous le coincerons. C'est passible de prison, Amélie. Pas juste un divorce. J'ai regardé le diagramme. C'était un piège. Un long et douloureux piège qui m'obligeait à vivre avec l'ennemi pendant des semaines, peut-être des mois de plus. Peux-tu le faire, a demandé Fiona, ses yeux perçant les miens. Peux-tu rentrer chez toi, lui préparer le dîner et prétendre que tu ne sais pas qu'il prévoit de te détruire? J'ai pensé à l'enregistrement. Elle est tellement pathétique. C'est ennuyeux. J'ai pensé à la porcelaine de ma mère emballée dans du papier journal. Oui, ai-je dit, la voix froide. Je peux le faire. Bien,
a dit Fiona. Maintenant, parlons de G&B Venture. En utilisant mon accès administrateur et les ressources de Fiona, nous avons passé les 2 heures suivantes à suivre la piste numérique. Ce ne fut pas difficile. Gauthier était arrogant. Il avait enregistré G&B Venture au Delaware, mais l'adresse postale était une boîte postale dans notre ville. Le signataire du compte bancaire n'était pas Gauthier. C'était Blanche. Mais l'adresse IP utilisée pour accéder au compte bancaire correspondait à l'adresse IP de ma maison et plus précisément à l'adresse MAC de l'ordinateur portable de Gauthier. Nous avons trouvé d'autres emails entre Gauthier et un graphiste payé avec les fonds d'Eticia, discutant des logos pour une nouvelle marque appelée Velours et Vigne. Velours et Vigne. C'était une copie directe de ma marque. Ils n'allaient pas seulement prendre mon argent. Ils allaient lancer un concurrent en utilisant mon capital, mes contacts et mes études de marché. Ils allaient tuer Eticia et porter sa peau. C'est de l'espionnage industriel, a dit Fiona, impressionnée. Il veut me laisser sans rien, ai-je réalisé. Correct, a dit Fiona. Alors, nous le laisserons sans rien en premier. J'ai quitté le bureau de Fiona alors que le soleil se couchait. Les lumières de la ville se brouillaient dans le crépuscule. Je ressentais un étrange sentiment de calme. La peur avait disparu. L'incertitude avait disparu. Je suis rentré chez moi en voiture. Quand j'ai franchi la porte d'entrée, l'odeur d'ail brûlé m'a frappé. Lorraine cuisinait encore. « Tu es en retard », a dit Gauthier en sortant du salon. Il m'a embrassé sur la joue. Je n'ai pas tressailli. Je ne me suis pas reculé. Désolé, ai-je dit en forçant un sourire fatigué. Longue journée au bureau, j'essayais juste de comprendre pourquoi la trésorerie est si tendue. J'ai observé ses yeux. Il y eut une lueur de panique, rapidement dissimulée. Ne t'inquiète pas pour ça, chérie, a-t-il dit en me frottant l'épaule. Je m'occupe des chiffres. Toi, concentre-toi sur les jolis designs. D'accord, ai-je dit. Je te fais confiance, Gauthier. Il a souri. Il pensait avoir gagné. Il n'avait aucune idée que je tenais déjà l'appel pour l'enterrer. La Toussaint est arrivée avec un ciel gris et menaçant. La maison, habituellement remplie de l'odeur de la farce à la sauge rôtie de ma mère, sentait plutôt la tarte à la citrouille industrielle et la tension. Fiona m'avait conseillé d'attendre. Laisse-les se mettre à l'aise, avait-elle dit. Laisse-les penser qu'ils ont gagné. Ils deviendront négligents. Alors, j'ai organisé le dîner. J'ai mis la table avec les assiettes de tous les jours. La porcelaine de ma mère était toujours dans des boîtes au grenier, otage des caprices de Lorraine. Nous nous sommes assis à 18 heures. Roger en était déjà à son 3e verre de vin, le visage rouge. Lorraine critiquait la dinde, affirmant qu'elle était trop sèche, même si elle n'avait pas levé le petit doigt pour aider à la cuisiner. Gauthier était assis en bout de table, la place de mon père, jouant le rôle du patriarche bienveillant. Blanche était radieuse. Non pas de santé, mais de suffisance. Elle poussait sa nourriture dans son assiette, vérifiant son téléphone toutes les 2 minutes. « J'ai une annonce à faire », a-t-elle dit soudainement, tapant sa fourchette contre son verre. La table est devenue silencieuse. Gauthier la regardait, feignant la surprise. C'était une performance digne d'un feuilleton de l'après-midi. Je sais que les choses ont été stressantes ces derniers temps, a commencé Blanche en me jetant un coup d'œil. Mais quelque chose d'incroyable est arrivé. Je suis enceinte. Roger a laissé tomber sa fourchette. Enceinte? Mais tu n'as même pas de petite amie. C'est compliqué, papa, a soupiré Blanche de façon dramatique. C'était mon ex, le gars de la fac. Il n'est plus dans le tableau. Il ne veut pas du bébé. Mais moi, si. Lorraine a applaudi, les larmes lui montant instantanément aux yeux. Oh, mon bébé va avoir un bébé. Un petit enfant. Roger, n'est-ce pas merveilleux? Je suppose, a balbutié Roger, l'air déconcerté. Puis tous les yeux se sont tournés vers moi. Ils attendaient une réaction. Ils s'attendaient à ce que l'ancienne Amélie, la bonne poire, la sauveuse, offre son soutien, promette d'aider à élever l'enfant. J'ai pris une gorgée d'eau pour cacher le sourire narquois qui menaçait de percer ma façade. Je savais exactement qui était le père. Je savais exactement quand le bébé avait été conçu. Félicitations, Blanche, ai-je dit,
la voix stable. C'est une grande responsabilité. C'en est une, a dit Gauthier solennellement, tendant la main pour serrer celle de Blanche par-dessus la table. Mais elle ne le fera pas seule. Nous sommes une famille. On se serre les coudes. Exactement, a renchéri Lorraine. Elle a tourné son regard vers moi, ses yeux se plissant. Et en parlant de se serrer les coudes, nous devons parler des arrangements. Le bébé aura besoin d'une nurserie. On peut vider la chambre d'amis, a suggéré Roger. Non, a dit fermement Lorraine. Cette chambre a trop de courant d'air. Le bébé a besoin de la chambre orientée au sud. L'atelier de couture. Mon sang s'est glacé. L'atelier de couture était mon sanctuaire. C'est là que j'ai commencé Laetitia. C'est là que la machine à coudre originale de ma mère était toujours assise, intacte depuis sa mort. C'était le cœur de la maison. C'est mon bureau, Lorraine, ai-je dit, agrippant la nappe sous la table. Tu as un immense bureau à l'entrepôt, a rétorqué Lorraine. Tu n'as pas besoin de deux. De plus, un bébé est sûrement plus important que quelques bobines de fil. Tu ne serais pas assez égoïste pour refuser une chambre chaude à Tanier sous ton neveu, n'est-ce pas? Gauthier a hoché la tête en signe d'accord. Elle a raison, Amélie. C'est la pièce la plus chaude de la maison. On peut déplacer tes affaires de couture à la cave. Ce n'est que du stockage de toute façon. Je les ai regardés. Tous les trois, unis dans leur cupidité. Ils ne demandaient pas, ils prenaient. Ils se partageaient ma maison avant même que mon corps ne soit froid. On verra, ai-je dit en forçant un sourire crispé. Profitons juste de la tarte pour l'instant. Je prends ça pour un oui, a dit Blanche en se frottant le ventre encore plat. Je vais la peindre en jaune. Je n'ai pas argumenté. Je n'ai pas crié. J'ai juste coupé une part de tarte et je l'ai mangée. Elle avait un goût de cendre. J'ai regardé Gauthier. Il m'a fait un clin d'œil, un geste de camaraderie qui m'a donné la chair de poule. Il pensait m'avoir acculé. Il pensait avoir réussi à implanter son héritier dans ma maison, assurant sa revendication sur le domaine pour toujours. Profite du tour d'honneur, Gauthier, ai-je pensé, car la ligne d'arrivée est une falaise. Le lundi suivant, le piège s'est refermé. Je suis arrivé au bureau d'Laetitia à 7 heures du matin. Je n'étais pas seul. Avec moi se trouvaient 2 gardes de sécurité privée et une représentante des ressources humaines. Je me suis assise dans mon bureau et j'ai attendu. À 9 heures précises, Gauthier est entré. Il sifflotait, un café à la main. Il a salué la réceptionniste et s'est dirigé directement vers ma porte. « Salut, chérie », a-t-il dit en ouvrant la porte sans frapper. Je pensais que, pour le budget du T4, nous devrions. Il s'est arrêté. Il a vu le garde de sécurité près de la fenêtre. Il a vu la représentante des RH assise avec un bloc-notes et il m'a vu, assise derrière mon bureau, sans sourire. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» a-t-il demandé, son sourire vacillant. « Assieds-toi, Gauthier, ai-je dit. »« Je ne m'assois pas. »« Qui sont ces gorilles ?»« Ils sont là pour vous escorter dehors, ai-je dit en faisant glisser une épaisse enveloppe sur le bureau. »« Vous êtes licencié. » Avec effet immédiat. Gauthier a ri. C'était un son nerveux et aigu. « Licencié ? Amélie, arrête de jouer. Tu ne peux pas me virer. Je suis le DAF. Je suis ton mari. Vous êtes licencié pour négligence grave et conflit d'intérêts, ai-je déclaré calmement. Nous avons trouvé les irrégularités dans les comptes. Nous sommes au courant des paiements à des fournisseurs non vérifiés. J'ai gardé le flou. Je n'ai pas mentionné G&B Venture par son nom. Je n'ai pas mentionné l'enregistrement. Je voulais qu'il panique, mais qu'il ne sache pas exactement à quel point j'en savais. Ce sont des dépenses légitimes, a balbutié Gauthier, le visage devenant rouge. Tu ne comprends rien à la finance, Amélie. J'optimisais notre stratégie fiscale. Vous pourrez expliquer ça aux avocats, ai-je dit. Remettez votre téléphone et votre ordinateur portable de l'entreprise maintenant. C'est de la folie, a-t-il craché. Tu fais une dépression nerveuse. C'est à cause de la nurserie ? Tu es si mesquine. Le téléphone et l'ordinateur portable, Gauthier. Il les a claqués sur le bureau. Tu le regretteras.
Tu me supplieras de revenir quand le fisc viendra frapper parce que tu ne sais pas gérer tes propres comptes. Je pense que je m'en sortirai, ai-je dit. Sécurité, veuillez escorter monsieur Gauthier hors du bâtiment. Alors qu'il le traînait dehors, hurlant des menaces, j'ai pris mon téléphone. Faites entrer Blanche. Blanche est entrée 5 minutes plus tard, l'air confuse. Elle a vu le bureau vide où Gauthier s'asseyait habituellement. Où est Gauthier, a-t-elle demandé. Il ne travaille plus ici, ai-je dit. Et vous non plus. Pardon, a-t-elle ri, se déhanchant. Tu ne peux pas me virer. Je suis enceinte. C'est illégal. Vous êtes une contractante indépendante, Blanche, les jeux corrigés. Et votre contrat a une clause de résiliation. Vos services ne sont plus requis. Salope, a-t-elle sifflé, son masque tombant instantanément. Tu es juste jalouse parce que j'ai un bébé et que tu es stérile. Sécurité, ai-je dit, sans même la regarder. Après leur départ, je suis rentré chez moi. J'ai rencontré le serrurier dans l'allée. Pendant qu'il changeait les serrures de la porte d'entrée, j'ai fait leurs bagages. Je ne les ai pas faits avec soin. J'ai jeté les vêtements dans des sacs poubelles. J'ai balayé les produits de beauté du comptoir de la salle de bain dans une boîte. Quand Gauthier, Lorraine et Roger sont arrivés 2 heures plus tard, Gauthier les avait clairement appelés en panique. Ils ont trouvé leurs affaires empilées sur le porche. Amélie, a crié Roger en frappant à la porte verrouillée. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu ne peux pas mettre ta famille à la rue. J'ai ouvert la fenêtre du premier étage et je les ai regardés d'en haut. Vous avez 24 heures pour récupérer vos affaires sur le porche, ai-je crié. Après ça, j'appelle les encombrants. C'est l'hiver, a hurlé Lorraine, agrippant son manteau. Blanche est enceinte. N'as-tu donc aucun cœur? J'en avais un, ai-je dit. Vous l'avez brisé. Je te poursuis en justice. A hurlé Gauthier en agitant le poing vers la fenêtre. Je vais prendre la moitié de l'entreprise. Je vais prendre cette maison. Prends un bon avocat, Gauthier, ai-je dit. Tu vas en avoir besoin. J'ai fermé la fenêtre et les verrouillé. Pour la première fois depuis des mois, la maison était silencieuse. J'ai appuyé mon dos contre le mur et me suis laissé glisser jusqu'au sol. Je tremblais. Ce n'était pas fini. Je savais que ce n'était pas fini. Mais les parasites étaient partis. Le silence, j'ai appris, pouvait être violent. La maison était vide, mais la guerre s'était juste déplacée sur un autre champ de bataille, Internet. 2 jours après l'expulsion, mon téléphone a commencé à exploser. Les notifications d'Instagram, Twitter et TikTok arrivaient si vite que la batterie s'est vidée en 1 heure. J'ai ouvert TikTok. La première vidéo sur ma page pour toi était de Blanche. Elle était assise dans ce qui ressemblait à une chambre de motel bon marché, sans maquillage, les yeux bouffis. Elle pleurait. Salut tout le monde, a-t-elle reniflé en s'essuyant le nez avec un mouchoir. Je ne voulais pas faire cette vidéo. Vraiment pas. Mais je ne sais pas vers qui d'autre me tourner. Ma sœur, ma propre sœur, m'a mise à la porte. Je suis enceinte de 4 mois. Il gèle dehors. Elle a changé les serrures pendant que nous étions partis. Elle m'a viré, ainsi que son mari, mon beau-frère, qui n'a été qu'un ange, parce qu'elle est jalouse de mon bébé. La vidéo passait à une photo de ma maison, mon magnifique sanctuaire privé, puis à une photo de moi lors d'un gala Laetitia, l'air riche et intouchable. Elle a un manoir de 10 chambres, a sangloté Blanche. Et elle n'a pas pu épargner une seule pièce pour sa famille. S'il vous plaît, si vous achetez chez Laetitia, sachez juste qui vous soutenez. Un monstre. La vidéo avait 2 millions de vues. J'ai lu les commentaires. @utilisateur 123, boycotter Laetitia. Comportement dégoûtant. Sarah Souris, imaginez faire ça à une femme enceinte. Le karma arrive. Justice pour B, inondons ses avis. Mon cœur battait la chamade. Je suis allé sur le site d'Laetitia. Nous avions reçu 400 avis 1 étoile en 1 heure. Les commandes étaient annulées. Une grande boutique à Paris m'a envoyé un email disant qu'il suspendait notre partenariat en raison de la récente controverse. Il détruisait ma réputation. Il brûlait tout ce que j'avais construit. J'ai appelé Fiona. Ne réponds pas, a-t-elle ordonné.
Ne poste pas de défense. N'interagis pas. Il me ruine, Fiona, ai-je pleuré. Les ventes ont chuté de 40%. Les gens me traitent de monstre. Laisse-les faire, a dit froidement Fiona. Cette vidéo est une preuve. Elle prouve la malveillance. Elle prouve qu'ils essaient d'utiliser l'opinion publique pour t'extorquer. Et devine ce qui vient d'atterrir sur mon bureau. Quoi? L'assignation en justice. Elle me l'a envoyé par email. J'ai ouvert le PDF. Gauthier et Blanche Walsh contre Amélie Dixon. C'était exactement ce que Fiona avait prédit. Chef d'accusation 1, fiducie implicite. Ils prétendaient qu'en leur permettant de vivre là et en acceptant un loyer, ce qui était un mensonge, ils n'ont jamais payé un centime, mais Gauthier avait transféré de petites sommes de mon compte au sien et les avait étiquetées contribution maison pour créer une trace écrite. J'avais implicitement accepté que la maison était un bien familial partagé. Chef d'accusation 2, infliction intentionnelle de détresse émotionnelle. Chef d'accusation 3, soutien à l'unité familiale. Ils exigeaient 5 000 € par mois de soutien provisoire pour Blanche et l'enfant à naître, affirmant que j'avais assumé un rôle parental en l'embauchant et en l'hébergeant. Ils prétendent que j'ai promis d'adopter le bébé, ai-je dit, lisant le document avec incrédulité. C'est de la folie. C'est une tentative d'extorsion, a dit Fiona. Ils veulent que tu transiges. Ils veulent que tu signes un chèque d'1 million d'euros pour que ça s'arrête. Je ne leur donnerai pas un centime, ai-je dit. Bien, a dit Fiona. Parce que nous avons une date d'audience la semaine prochaine. Et ils ont commis une erreur fatale. Quelle erreur? Ils ont déposé des déclarations financières affirmant leur pauvreté, a dit Fiona. Gauthier a juré sous peine de parjure qu'il a moins de 2 000 € sur son compte bancaire. Il n'a pas déclaré le compte G&B Venture. J'ai senti un frisson glacial de victoire. Il est tombé droit dans le panneau, ai-je murmuré. Oui, a convenu Fiona. Reste en dehors des réseaux sociaux, Amélie. Laisse le monde te détester pendant encore une semaine. Parce que lorsque nous entrerons dans cette salle d'audience, nous n'allons pas seulement gagner. Nous allons les anéantir. J'ai posé le téléphone. Dehors, la neige commençait à tomber. J'ai regardé les fenêtres sombres de la maison vide. Laissez-les hurler sur Internet. Laissez-les jouer les victimes. La vérité arrivait, et elle avait un bouton au play. Le jour de l'audience était glacial. Les marches du palais de justice étaient glissantes de glace, un accueil approprié pour le cirque qui allait se dérouler à l'intérieur. J'ai monté les marches avec Fiona à mes côtés comme un garde du corps. À ma grande horreur, un petit groupe de manifestants s'était rassemblé près de l'entrée. Ils tenaient des pancartes. L'une disait « Laetitia égale éco-désastre ». Une autre « La famille d'abord, les profits après ». Continue d'avancer, a murmuré Fiona en me saisissant le coude. Ne les regarde pas. Ne réagis pas. À l'intérieur, l'air était vicié et sentait la cire. Nous sommes entrés dans la salle d'audience 4B des affaires familiales. Ma famille était déjà là. Ils étaient assis du côté gauche de l'allée. Gauthier portait un costume qui semblait légèrement trop grand pour lui. Un choix calculé, ai-je réalisé, pour le faire paraître émacié et stressé. Blanche portait une robe de maternité ample qui accentuait son ventre, un mouchoir à la main. Lorraine était assise entre eux, leur tapotant les mains, jouant parfaitement le rôle de la matriarche protectrice. Roger était assis au bout, fixant ses chaussures. Ils ne m'ont pas regardé. La juge, une femme sévère nommée juge Holloway avec des lunettes perchées sur le bout de son nez, a frappé son marteau. Nous sommes ici pour l'affaire Gauthier et Walsh contre Dixon. Requête d'urgence pour pension alimentaire et logement provisoire. L'avocat de Gauthier, un homme mielleux aux cheveux gominés nommé Maître Sterling, s'est levé. Il n'a pas perdu de temps. Votre honneur, a-t-il commencé, sa voix dégoulinant d'indignation vertueuse. Cette affaire est une tragédie. Mes clients, Monsieur Gauthier et Mademoiselle Walsh, sont les victimes d'une femme vindicative et instable qui a utilisé sa richesse pour abuser de sa famille. J'ai enfoncé mes ongles dans mes paumes sous la table. Madame Dixon, a poursuivi Sterling en pointant un doigt vers moi, a expulsé illégalement une femme enceinte en plein hiver. Elle a mis fin à l'emploi de son mari sans motif valable pendant une crise de santé mentale. Nous demandons au tribunal d'intervenir.
Nous demandons un accès immédiat au domicile conjugal, dont Madame Dixon a promis verbalement et par ses actions qu'il s'agissait d'un bien familial partagé. Et nous demandons 5 000 € par mois de soutien afin que Mademoiselle Walsh puisse nourrir son enfant à naître. Appelez votre premier témoin, a dit la juge Holloway, l'air ennuyé. Blanche s'est présentée à la barre. C'était une excellente actrice. Elle a pleuré sur commande. Je voulais juste qu'on soit une famille, a-t-elle sangloté dans le micro. Amélie, elle a toujours été jalouse de moi parce que je peux avoir des enfants et elle. Elle est concentrée sur sa carrière. Quand je lui ai dit que j'étais enceinte, elle a craqué. Elle a jeté mes vêtements dans la neige. Et quelle est votre relation avec Monsieur Gauthier, a demandé Sterling. C'est mon beau-frère, a dit Blanche en écarquillant les yeux innocemment. Il a été comme une figure paternelle pour moi depuis que mon propre père vieillit. Il voulait juste me protéger. Merci, a dit Sterling. À vous. Fiona s'est levée. Elle ne s'est pas approchée de la barre. Elle a simplement regardé Blanche. Mademoiselle Walsh, a dit clairement Fiona. Vous prétendez n'avoir ni bien ni revenu. Est-ce exact? Oui, a reniflé Blanche. Amélie m'a viré. Donc, vous n'avez pas de compte bancaire avec des fonds importants, pas d'économie cachée? Non, a dit Blanche. Je suis fauché. Pas d'autres questions. Le suivant était Gauthier. Il avait l'air plus calme, mais je pouvais voir la sueur sur sa lèvre supérieure. J'aimais ma femme, a-t-il dit au tribunal. Mais elle a changé. Elle est devenue paranoïaque. Elle a commencé à m'accuser de choses qui n'étaient pas vraies. J'ai essayé de gérer les finances de l'entreprise pour la sauver d'elle-même, mais elle ne comprenait pas les lois fiscales. Maintenant, elle a détruit ma réputation. J'ai 60 € sur mon compte courant, votre honneur. Je ne peux même pas faire les courses. Je l'ai regardé mentir. C'était fascinant. Il croyait à son propre récit. Il se croyait le héros de cette histoire. Fiona s'est penchée vers moi. Prête? Brûle-le, ai-je murmuré. Fiona s'est approchée du pupitre. Elle tenait une seule feuille de papier à la main. Monsieur Gauthier, a-t-elle commencé, vous venez de déclarer sous serment que vous n'avez que 60 € à votre nom. Vous avez signé une déclaration financière jurant que vous n'avez aucun intérêt dans d'autres entreprises ou sociétés. Est-ce bien votre témoignage? C'est exact, a dit Gauthier, l'air agacé. Je vous l'ai dit, elle a tout pris. Alors pouvez-vous expliquer, a dit Fiona, sa voix s'élevant légèrement, ce qu'est G&B Venture? La couleur a quitté le visage de Gauthier. C'est arrivé si vite que c'était comme si on avait tiré un bouchon. C'est une société écran, a-t-il balbutié. Elle est défunte. Il n'y a pas d'argent dedans. Votre honneur, a dit Fiona en se tournant vers la juge. Je voudrais soumettre la pièce C. Ce sont des relevés bancaires certifiés de la première banque nationale du Delaware pour G&B Venture. Le compte a été ouvert il y a 4 mois. La signataire est Blanche Walsh. Les dépôts, totalisant 42 000 €, proviennent directement des comptes de l'entreprise Eticia via des transferts autorisés par Monsieur Gauthier. La salle d'audience est devenue silencieuse. Même le radiateur semblait avoir cessé de siffler. Objection, a crié Sterling en se levant. C'est une embuscade. C'est pour discréditer le témoin, a rétorqué Fiona calmement. Mais je n'ai pas fini. Elle s'est retournée vers Gauthier. Monsieur Gauthier, vous avez également affirmé que votre relation avec Mademoiselle Walsh est purement familiale. Vous avez prétendu n'être qu'une figure paternelle. C'est exact, a dit Gauthier. Sa voix tremblait maintenant. Il regardait le panneau de sortie. Votre honneur, j'ai une dernière pièce à conviction, a dit Fiona. Un enregistrement numérique fait au domicile conjugal le 14 novembre. Passez-le, a ordonné la juge Holloway en se penchant en avant. Fiona a appuyé sur un bouton de son ordinateur portable. Les haut-parleurs ont crépité. Puis la voix de Gauthier a rempli la pièce. J'ai hâte que tout ça soit fini. Vivre avec elle est épuisant. Elle est si sérieuse. C'est ennuyeux. Blanche a halté dans la salle. Lorraine a couvert sa bouche. Puis la voix de Blanche. Je commence déjà à avoir un petit ventre.
Le timing correspond parfaitement à ce voyage d'affaires que tu as fait à Chicago. Et enfin, le coup de grâce. La voix de Gauthier. Bientôt, ce ne sera que nous. Toi, moi, et le gamin. Et cette grande et belle maison. Fiona a arrêté l'enregistrement. Le silence qui a suivi était lourd, suffocant. C'était le son d'un mensonge qui mourait. J'ai regardé Gauthier. Il ne me regardait pas. Il regardait ses mains, qui agrippaient la barre des témoins si fort que ses articulations étaient blanches. Monsieur Gauthier, a dit la juge Holloway. Sa voix était glaciale. Vous vous êtes parjuré dans ma salle d'audience. Vous avez soumis des documents financiers falsifiés et vous avez admis sur bande une conspiration pour frauder votre femme. C'était sorti de son contexte, a murmuré Gauthier. C'était pathétique. Asseyez-vous, a aboyé la juge. La décision fut rapide et brutale. La juge Holloway a rejeté leur requête de soutien avec préjudice. Elle a ordonné un gel immédiat du compte G&B Venture. Elle m'a accordé une ordonnance restrictive permanente contre Gauthier et Blanche. De plus, a dit la juge en foudroyant Gauthier du regard, je transmets cette transcription et les preuves au bureau du procureur de la République. Je vous suggère de trouver un avocat pénaliste, monsieur Gauthier. Vous allez en avoir besoin. Le marteau a frappé. Ça a sonné comme un coup de feu. Le chaos a éclaté. Sterling essayait de ranger sa mallette et de partir avant que la presse ne le voie. Lorraine criait sur Roger, lui reprochant de ne pas avoir empêché cela. Blanche sanglotait pour de vrai cette fois, réalisant que l'argent et la maison avaient disparu. Je me suis levé. J'ai lissé ma jupe. Je ne les ai pas regardés. J'ai descendu l'allée, passé la salle, passé les manifestants dehors qui étaient maintenant confus alors que la nouvelle se répandait sur Twitter. J'ai marché jusqu'à ma voiture. L'air était froid, mais il semblait pur. Je suis rentré chez moi. La maison était calme. Je suis allé dans la cuisine et je me suis préparé une tasse de thé. Je suis allé dans le salon où se trouvait autrefois le fauteuil à imprimer Léopard. Il était vide. J'ai monté les escaliers jusqu'à l'atelier de couture. Les échantillons de peinture jaune que Blanche avait laissés sur le mur étaient toujours là. Je suis allé au placard et j'ai sorti une boîte. J'ai déballé la porcelaine de ma mère, pièce par pièce. J'ai lavé la poussière des délicats motifs floraux. Je les ai replacés dans le vaisselier, exactement là où ils devaient être. Mon téléphone a vibré. C'était un SMS de Roger. Amélie, s'il te plaît. Lorraine m'a mis dehors. Je n'ai nulle part où aller. Je suis ton père. J'ai regardé le message. J'ai pensé à l'homme qui était resté silencieux pendant que sa femme emballait les affaires de ma mère. J'ai pensé à l'homme qui a vu sa fille se faire humilier au tribunal et n'a rien dit. J'ai tapé un seul mot, non. Puis j'ai bloqué le numéro. Je me suis assise dans le fauteuil de ma mère, tenant une tasse de thé chaude, regardant le jardin couvert de neige. L'odeur de lavande était faible, mais elle était là. La maison respirait autour de moi. Elle était meurtrie, et moi aussi. Mais nous étions toujours debout. Mon père est actuellement dans un refuge pour sans-abri parce que j'ai refusé de payer sa chambre de motel. Il dit que je suis sans cœur de le punir pour des crimes qu'il n'a pas commis, mais seulement regardé. Pensez-vous que j'aurais dû l'aider, ou le silence est-il aussi un crime? Shug, we were just talking about this. Okay, thank you for the red. How was your streaming? My last sin, can I use like a hockey puck in the warehouse? It's so fun when I'm down. Oh, bro, that actually sounds pretty fun. Hello, awesomeness. The chicken leg socks. Oh my god. Nachos is the nachos are so good, guys. Yeah, a me garage sale channel where I just sell like my dirty socks. This is so a joke, by the way, guys. I'm just kidding. It's literally a joke. It's literally a joke. Don't say huh. Um, unless I love it so much. What do you hit it with? Just your foot? For a stinky sock. On the email request?
True that, true that. Unless... Guys... I think I'm gonna make Chipotle bowls, Urge. That was a great rec, thank you. No, but I spent $70 for fucking crab pasta, or... Yeah, crab mac and cheese. I felt like a dumb bitch afterwards. I have a horrible habit of, like, not looking at the price of stuff. I'll look at, like, the price of meat. No, it was so good. It was so good, but $70? Well, prices do matter. Okay, if we're making chicken. Okay. I have chicken breasts, so I can do that. I need bell peppers. I need tomato. I need onion. I need cilantro. I need lime. For crab. Well, I think the crab was like 20 something dollars. I'm out here throwing that shit in the kitchen. Corn. I'm a little bit weird with corn in my Chipotle. I'm a little bit weird. I'm a little freaky. Same. Yeah, I don't know. Go to no, not the corn man. Don't, don't, Don Tub Tub. That is so cute. How is the? No, I don't get the corn salsa. I have before, but I have to like really be in the mood for it. No corn sprinkles, guys. I can't believe like you don't digest corn. Like that should just be in your poop. You know what I'm saying? Thanks for coming to my tub talk. You know what? Thanks for having me. Oh. Okay. What else do I need? Sour cream. Beans. Austin Powers. Oh my god. I watched The Master of Disguise the other night, and that guy literally like looked like Austin Powers, just like a bootleg version. Lettuce. Lettuce. Windex. I have Windex, thankfully. Actually, I got the off-brand shit. I have so many microfiber cloths. I have rice. Cheese. Tortilla chips. You might be onto something. Socks. Fajita veggies. Yeah, I got bell peppers and onion. Jalapenos. Nah, no jalapenos. What else do I need, guys? Am I missing anything? Taco seasoning. You think I should put taco seasoning on the chicken though? Nah, I'm not gonna put taco seasoning on the chicken. I'm looking at their menu. Dr. Pepper. No! Chocolate syrup with chalky milk. No! I can't have that much like sweet stuff, guys. Chalky milk. A fajita seasoning.